Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspiration World. Si tu n'es pas encore abonné sur cette page, je t'invite tout simplement à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. La fois passée, nous avons parlé de l'histoire de Mobutu Sese Seko. Nous avons d'abord présenté une première phase dans laquelle nous avons exposé son enfance, son entrée dans la politique, sa vie politique, ce qui faisait de lui un dictateur, parce qu'il a quitté le pouvoir en tant qu'un dictateur, c'est-à-dire ayant contrôlé la République démocratique du Congo, que lui, il a prénommé Zaïre. Il a contrôlé pendant 32 ans. Donc ça montre clairement que c'était un dictateur. Donc, on a fini avec son histoire et on vous a fait comprendre que pour mieux saisir les raisons pour lesquelles Mobutu est chuté, c'est-à-dire a perdu son pouvoir, il fallait aussi écouter l'histoire du Rwanda. Parce que c'est à partir de l'histoire du Rwanda, avec le génocide qui se déroulait au Rwanda, que la fin de Mobutu a commencé. Lorsque les Rwandais, c'est-à-dire les Tutsis, étaient massacrés par les Hutus, ils s'enfuyaient vers la frontière du Zaïre. Et on avait besoin de l'autorisation de Mobutu pour qu'ils puissent accepter de les accueillir dans la terre du Zaïre. Mais Mobutu n'était pas favorable à cette demande. C'est la raison pour laquelle les rebelles congolais se sont mis ensemble avec les autres rebelles des autres pays, y compris Paul Kagame, pour faire chuter Mobutu. Parce qu'on ne trouvait pas acceptable qu'un dictateur comme lui, qui a duré plus de 32 ans au pouvoir et qui ne puisse même pas accepter des personnes qui étaient menacées par la guerre. Donc ils ont tout fait, ils ont tout mis en place pour destituer Mobutu. Mais là, si vous êtes intéressé par l'histoire de Mobutu, je vous invite tout simplement à aller encore regarder sa vidéo. On a fait 2 vidéos, la première phase et la deuxième phase. Donc chers amis, sans plus tarder, il est question aujourd'hui de Lumumba. Lumumba, le grand héros, le grand panafricaniste qui reste à jamais dans les archives africaines des gros leaders, des grands héros de l'Afrique, de l'histoire africaine. Donc, qui est Lumumba? Regardez ça, une histoire. Patrice Lumumba est né le 2 juillet 1925 dans le village d'Onaloa, dans la province du Kasaï, au Congo belge. Il appartenait à la petite ethnie Batetela. Son père s'appelait François Tolenga et sa mère s'appelait Julienne Amato. Ils vivaient au village et étaient des agriculteurs. Patrice Lumumba a fait ses études dans une école missionnaire protestante. Il était passionné par la lecture et l'écriture. C'est ainsi qu'il a écrit des essais et des poèmes pour des revues congolaises. C'était un autodidacte. Il avait suivi des cours à l'école catholique, à l'école protestante, l'école pour évoluer, la formation à la poste et tout ça. Mais surtout, c'était un dévoreur de livres. Il avait un appétit de lecture, de culture immense. D'après ses biographes, il lisait des nuits entières. Il ne voyait pas sa famille parce qu'il devait étudier. Et donc, il était atypique parce qu'il voulait monter dans l'échelle sociale. Il voulait comprendre, il voulait apprendre, il voulait maîtriser le français. C'était difficile au début parce qu'il l'a appris vraiment sur le tas. Et finalement, il le parlait remarquablement bien. Qui est Patrice Lumumba? Lumumba est un des rares Congolais à avoir profondément pris conscience de son identité. Et dans la personnalité de Lumumba, il y a 2 identités qui se conjuguent. Lumumba noir, il s'identifie comme noir, noir être humain, face au blanc dominant. Et la deuxième identité, Lumumba congolais. Lumumba par rapport à cet espace, à ce pays qu'on appelle le Congo. Depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait
Pour être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe des civilisations et des morales, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, que... Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Il avait du charisme et c'est cela d'ailleurs qui peut-être le mènera encore plus vite à la mort, c'est qu'on avait toujours peur qu'il retourne les foules. Il avait cette capacité de parler à la population et de dire les choses qui émouvaient les gens par ses discours, par plus que ça aussi, par sa capacité de mobilisation, par le fait qu'il transcendait les ethnies, qu'il transcendait les critères régionaux, qu'il était un peu le symbole de la nation congolaise. Quels sont ses défauts? Le défaut de Lumumba, c'est qu'une fois qu'il se décide, il est têtu. Il est têtu. À partir d'avril 1959, Lumumba dira à plusieurs reprises dans ses notes, ni brutalité, ni menace, rien ne m'arrêtera. La pensée politique de Lumumba, ce n'est pas le discours du 30 juin. La pensée politique de Lumumba, c'est ses poèmes. Pleure, ô noir frère bien-aimé. Cela, on sent toute la douleur que ressent Lumumba. Le vécu du noir. Ô noir, bétail humain depuis des millénaires. Tes cendres s'éparpillent à tous les vents du ciel. Condamné au travail forcé, telle une bête de somme, de l'aube au crépuscule, sous un soleil de feu, pour te faire oublier que tu étais un homme. En forçant le respect de l'homme blanc, en lui disant tout haut que dorénavant, ce pays n'est plus le sien, comme au vieux temps. Tu as permis ainsi à tes frères de race de relever la tête et de regarder en face l'avenir heureux que promet la délivrance. Mais Lumumba, c'est un homme profondément déçu. Non seulement il est profondément déçu, mais Lumumba découvre finalement aussi que le maître n'est pas aussi brillant, n'est pas aussi digne, n'est pas aussi compétent à diriger ce vaste pays qu'est le Congo. Et on voit, on le sent, qu'à partir de fin septembre 1959, entre Lumumba et la colonisation, c'était fini. Pas de collaboration, désobéissance civile. Cela fait 80 ans que cela dure. Au début, c'était le trafic d'esclaves. Ensuite, le trafic d'ivoire. Après, la décimation des villages pour exporter le caoutchouc. Et aujourd'hui, les diamants, le cuivre, le manganèse, le zinc. Tout le monde sait qu'elle est pour demain l'indépendance. Lumumba était un homme politique de premier plan qui incarnait l'espoir d'émancipation du Congo belge, fraîchement indépendant. Il fut le premier ministre de la République démocratique du Congo. Il s'illustra par son discours historique au Palais de la Nation lors de la rupture historique avec la Belgique le 30 juin 1960. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Patrice Lumumba a 34 ans. Avec son mouvement national congolais, il est déjà candidat au pouvoir. Nous l'avions rencontré pour la première fois en mai 59. La Belgique a reconnu les droits du Congo en indépendance.
Il ne suffit pas de reconnaître notre vocation à l'indépendance. Il nous faut des actes concrets. Le peuple congolais désire une date précise pour l'indépendance du Congo. Partout au Congo, les partis politiques se multiplient et tiennent meeting sur meeting. Patrice Lumumba, le héros du peuple congolais, arrive à Bruxelles pour y négocier l'indépendance de son pays. Mobutu est au premier rang de ceux qui l'accueillent. Des journalistes que j'étais, cette rencontre avec Lumumba m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste. Lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, me trouvant sur place, il a fait de moi son secrétaire particulier. Au nom de mes collègues, je remercie sincèrement les honorables députés pour la confiance qu'ils viennent de nous faire. Nous avons commencé aujourd'hui l'apprentissage de la démocratie que nous avons toujours souhaité. Il était l'homme qui portait cette revendication de l'indépendance. C'était l'homme qui l'incarnait. Et donc, c'est vers lui que se sont dirigés les feux. Les Belges avaient l'impression qu'avec les autres, on pourrait s'entendre. Et quand je dis on pourrait s'entendre, ça veut dire on peut aussi les racheter. Les leaders congolais de l'époque que les Belges, la presse belge appelait les modérés, ils n'étaient pas si modérés que ça, ils étaient surtout corruptibles. Avec Lumumba, c'était difficile. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas lui faire entendre raison, qu'on ne pouvait pas l'acheter, le corrompre, parce qu'il avait son idée, il était assez idéaliste. En ce sens-là, oui, c'était un radical, il n'était pas anti-belge, il ne demandait pas une indépendance pure et dure. C'était un homme lucide aussi, et il connaissait bien l'état d'impréparation des Congolais. Il savait que si l'indépendance leur était balancée comme ça le 30 juin, il serait peut-être incapable de la gérer. Il la voulait, il en avait peur, il demandait l'aide des Belges, mais il n'était pas vraiment corruptible ni malléable. Quoi qu'il en soit, l'indépendance sera proclamée à la date prévue. Et le 30 juin, la Belgique remet les clés du Congo à ses authentiques propriétaires. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Le roi, ce qu'on lui a reproché dans son discours, c'est une autosatisfaction pour tout ce que les Belges avaient fait, qui était, à mon avis, justifié, mais peut-être pas dans la manière dont il a dit. Donc, le roi rappelle toutes les réalisations belges qui, à ce moment-là, sont assez étonnantes pour l'Afrique, soyons clairs. Le fait de donner l'indépendance au Congo, ils ne remettent pas du tout cela en doute. Donc, il n'y a jamais eu dans l'idée du roi ou des responsables belges cette idée que, au fond, on vous l'a donnée, mais on la reprendrait bien. Non, ce n'est pas vrai. Et ça n'a jamais effleuré personne, parce que quelque part, on ne souhaitait pas. Vous m'entendez bien, on ne souhaitait pas rester au Congo. Et ça, je le dis à titre personnel. Dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple. On peut dire que le discours de Kasavubu et le discours du roi du 30 juin, ces deux discours ont été écrits par à peu près le même groupe. La colonisation a construit un pays, il faut garder ce style et ces modèles, il faut aller dans cette direction, il faut garder au moins la même direction. Tandis que le discours de Lumumba qui tranche, le modèle colonial a été ce qu'il a été. Si nous voulons le développement du Congo, il faut réaménager profondément, il faut sortir de ces modèles. C'est ça le discours de Lumumba. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. La célébration par le roi du bon temps de la colonie, son hommage appuyé à Léopold II, choque Lumumba et son entourage. Un de ses conseillers belges l'a convaincu de répondre au roi, alors que le protocole n'avait pas prévu une intervention du Premier ministre congolais.
2-3 jours avant le 30 juin, je reçois de l'ami qui s'occupait de la presse gouvernementale les textes du discours du roi Baudouin et de Casavobu, le président de la République. Et je trouve ces discours, en effet, terriblement paternalistes, léopoldien au sens de Léopold II, et je trouve ça un peu lamentable, et je dis à Lumumba, tu peux pas laisser passer une chose pareille, un jour du 30 juin, le monde entier sera présent pour la libération du Congo, etc. Il me dit, mais Jean, c'est impossible, tu sais bien, le protocole, c'est sacré, on ne sait pas changer les choses. Je dis, Patrice, c'est vrai que j'ai pris là une responsabilité que j'ai cachée pendant 25 ans, parce que bon, ça faisait quand même, pouvait faire beaucoup de bruit. Je dis, tu seras à 3-4 mètres du micro, quand le roi a terminé, et puis Casavobu, tu te lèves et tu fais ton discours. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Ça a été très mal perçu par les Belges. J'avoue, très honnêtement, que le discours de Lumumba a été applaudi à plusieurs reprises par les représentants congolais. Qu'est-ce que vous avez pensé de son discours du 30 juin au moment de l'indépendance? Je l'ai applaudi. Je l'ai applaudi. Parce que je trouvais qu'il convenait au public qui se trouvait dans la salle. Parce qu'il faut penser qu'il y avait une rangée de blancs, disons de blancs, mais toute la salle, c'était des Noirs. C'était des Congolais. C'est à eux qu'il s'est adressé. Ce discours n'est pas nouveau. À 80%, c'est le discours que Lumumba avait prononcé à la fin de la table ronde politique le 20 février 60. Et Lumumba dit à peu près la même chose. À 80%, c'est le discours que Lumumba avait prononcé. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui s'indignaient du discours de Lumumba, mais bon, moi, je ne m'en indigne pas encore maintenant. C'était une réponse au discours provocateur du roi. Les Congolais en avaient marre d'entendre parler de Léopold II. Il faut se mettre à la place, là, non pas des Belges, hein, mais des Congolais qui accédaient ce jour-là à l'indépendance. C'était le premier jour où ils pouvaient dire librement ce qu'ils pensaient. C'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Et il ne disait pas la vérité dans son discours? Pardon? Il ne disait pas la vérité dans son discours, Lumumba? Écoutez, c'est très difficile. Il disait des choses qui étaient sûrement réelles, mais il l'a dit d'une manière qui était trop virulente, c'est tout. Mais là, Lumumba s'affirme, c'est clair. Casavobu a fait son discours dans l'intérêt général, soyons clairs. Et là, Lumumba s'affirme, et il s'affirme sur le plan national, mais international. Le transfert de souveraineté de la Belgique au Congo a bel et bien lieu ce 30 juin 1960. Un traité d'amitié entre les deux pays est signé comme si de rien n'était. Mais dans l'ombre de Patrice Lumumba, Mobutu parle peu et écoute beaucoup. Après plusieurs mois de lutte, nos efforts doivent tendre actuellement à liquider tous les vestiges du colonialisme qui faisaient la honte du XXe siècle, notamment par la suppression sans délai de toutes les traces de discrimination raciale et des lois injustes instaurées sous le régime colonial. Au cours de la table ronde, beaucoup d'étudiants ont été appelés pour assister les leaders africains. Et Lumumba était l'un des plus entourés. Mais il y avait tout un tas de personnes aussi plus ou moins discrètes, dont Mobutu. Et partout, il était là à côté. Mais nous, on ne le considérait pas à l'époque comme quelqu'un de dangereux ou quelqu'un de n'importe quoi, non. On trouvait que bon, c'était un petit quoi, qui essaye d'exister en profitant de l'ombre d'un grand. Secrétaire d'État à la Défense, peu après l'indépendance, puis chef d'état-major de l'armée congolaise, le colonel Mobutu, on le sait aujourd'hui, agissait en coulisses pour le compte de la CIA. Et les Belges lui faisaient confiance pour trahir Lumumba. Quels étaient ses rapports avec Mobutu? Ce que j'ai pu en voir, c'est que
ça manquait un peu. Parce qu'à l'époque, Mobutu buvait énormément. Donc il était toujours ivre. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait des réunions où Mobutu se pointait. Comme pour venir voir de quoi on parlait, quoi. Et Lumumba lui disait, Joseph, tu sais où est le whisky, mais va te servir. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez vraiment senti une tension qui s'installait? Pas de manière directe, mais indirectement, oui. C'est-à-dire? Les commentaires qu'on entendait en coulisses, quoi. Lumumba affirme très vite son indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Il l'accuse de fomenter les troubles. Tandis que Mobutu affirme sa fidélité aux puissances occidentales et accuse Lumumba de sympathie communiste. En Belgique, on va dire de lui qu'il est communiste, ce qui à l'époque a évidemment une signification toute particulière. Est-ce qu'il était communiste? Absolument pas. Non, c'est les communistes qui couraient après lui. Et lui, il donnait le change. Oui, lui, avec le sens de l'amitié qu'il avait, il avait des amis communistes, comme Jules Raskin, c'était vraiment un copain. Et il y en avait d'autres. Mais en même temps, je suis témoin, il faisait son siège. Et vous pensiez vraiment que Lumumba pouvait être communiste? Avoir des accointances? Écoutez, des accointances, oui. Communiste, je n'en sais rien. Et comment ont évolué ces relations? Bien, à partir du moment où il a compris le danger que ça représentait, il a réuni tout son cabinet en demandant qu'on ne prenne plus aucun coup de fil venant de communistes, amis ou pas. Ce qui était plus gênant, c'est quand les ambassades de l'Union soviétique et des pays du bloc soviétique commencent à prendre part à la vie à Léopoldville, à avoir des positions, à donner une aide qui devenait de plus en plus claire, que tout le monde a commencé à se poser des questions, surtout les Américains à ce moment-là. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, comme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Patrice Lumumba a rompu toute relation diplomatique avec la Belgique. Il exige le retrait des troupes belges et demande l'aide de l'ONU pour rétablir l'unité du Congo. Les troupes de l'ONU arrivent très rapidement. Officiellement, les casques bleus doivent protéger les institutions congolaises et contrer les sécessions. Mais en réalité, l'ONU prend le contrôle de l'État congolais ou de ce qu'il en reste, tout en retirant son soutien à Lumumba. Le 8 août 60, Albert Kalonji proclame à son tour l'indépendance d'une autre province, celle du Kasaï. Le Congo explose. Est-ce que Lumumba commet beaucoup d'erreurs à ce moment-là? Outre le fait qu'il n'arrive pas à contenir les choses. Non, il ne commet pas une erreur, Lumumba, vis-à-vis de la sécession. Il dit ce que nous, Belges, lui avons toujours dit, et d'une manière invraisemblable, Lumumba était le plus proche de notre thèse, c'est-à-dire que les Belges voulaient un Congo unitaire. Kasavubu, Tshombe, Kalonji, tout ça, ils voulaient un Congo fédéral, avec des tas de provinces dans lesquelles ils seraient évidemment les chefs. Et lui, si il prend des tas d'initiatives, c'est justement pour qu'on évite que le Katanga ne devienne un pays indépendant. Il met tout en branle pour empêcher que les sécessions dans tout le pays ne surviennent. Il en a déjà deux sur le dos, celle du Katanga, et alors celle beaucoup plus sanglante, celle du Sud Kasaï, où il enverra des troupes au mois d'août qui vont carrément faire un génocide, soyons clairs. Alors pourquoi est-ce que les Belges détestent à ce point Lumumba alors qu'ils partagent finalement les mêmes idées? C'est ça que vous me dites. Oui, mais entre dire que Lumumba était unitariste, ce qui est vrai, et qu'on partageait ses idées, il y a une marge dans sa manière d'être aussi. C'est l'homme en fait, qui n'était pas précis. Bien sûr que c'est l'homme, bien sûr, c'est pas les idées. On ne s'est pas battu pour des idées. Mais contre un homme, est-ce que c'est vraiment bien entendu. Un combat qui a raison d'être? Vous avez tout à fait raison. Et ce combat ne se terminera que le 17 janvier, quand Lumumba sera exécuté, soyons objectifs. Pourquoi sa personnalité, c'est très subjectif finalement alors? Sa personnalité était telle que tout le monde en avait peur.
Lumumba voyage un peu partout. Il se démène pour trouver les appuis internationaux que l'ONU lui refuse. Poussé par les circonstances, il s'adresse à l'Union soviétique. Les Russes lui fourniront des avions de transport et des techniciens. L'Ouest se dit choqué par l'aide soviétique. Les États-Unis déplorent l'action unilatérale de l'Union soviétique qui a envoyé des avions et du matériel militaire au Congo, aggravant une situation sérieuse dans laquelle des Africains tuent d'autres Africains. Oui, moi aussi j'ai fait des erreurs. Et l'histoire allait mal finir. On se croyait maître de notre destin. Alors que derrière nous, des ennemis autrement puissants menaient le jeu. Allô, chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Le colonel Mobutu abat ses premières cartes au grand jour. Ses soldats encerclent la maison du Premier ministre. Patrice Lumumba est placé en résidence surveillée. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance, colonel Mobutu? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Je dis que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Dès qu'il avait l'occasion, il humiliait le plus possible. C'était une façon de se venger de sa jeunesse à lui. Lumumba, c'était son père spirituel. Oui. C'est celui qui l'a fait devenir chef d'état-major. Donc c'était les grands, alors que lui n'était rien. Et alors à ce moment-là, dès qu'il a pu l'avoir, il a tout fait pour l'humilier, le réduire à zéro. Même en Belgique, les adversaires de Lumumba ne restent pas inactifs. Comme la commission d'enquête a pu l'établir, des fonds secrets sont envoyés au Congo dès juillet 60 pour déstabiliser le gouvernement Lumumba. Ce qui m'a frappé, c'est la piste de l'argent. C'est de découvrir qu'en 60, la Belgique avait voté un budget spécial qui était tout de même de 7 millions d'euros, ce qui n'était pas rien pour l'époque, qui était un budget spécial pour se concilier les faveurs des leaders congolais de l'époque. Aujourd'hui, je me dis, mais au fond, c'est une leçon qui leur a été enseignée en 60, et ben ils l'ont bien apprise, mais il faut retourner aux sources. Donc cet aspect de fonds secret qui échappait au contrôle parlementaire, qui était destiné à soudoyer les dirigeants congolais de l'époque, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, en tout cas moi je ne le savais pas, et qui m'a vraiment fait réfléchir. Dans cette fragilisation de Lumumba, quel rôle ont joué les États-Unis? Les États-Unis, ils ont compris très rapidement que Lumumba ne serait jamais un allié sur qui on peut compter. Il faut se mettre aussi à l'époque, on est en pleine guerre froide. Bon, les États-Unis ont des visées sur le Congo, soyons clairs. Les Américains se disent, oui, mais attention, si le Congo bascule, notre accès aux richesses, aux matières premières, va être bousculé. Et c'est en cela qu'ils se sont intéressés. Ils sont intéressés tellement bien qu'ils ont été jusqu'à programmer l'assassinat de Lumumba avec peu
de légèreté, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on dit les Américains, c'est la CIA qui a programmé, et Devlin le reconnaît dans ses mémoires, dans les Congo Papers, on trouve des traces, tout ça est du domaine public. Oui, j'ai reçu un câble me disant qu'un officier supérieur, que je reconnaîtrais, allait arriver pour me donner des instructions particulières. Je me souviens avoir été complètement surpris lorsqu'il m'a informé qu'il voulait se débarrasser de Lumumba. Je n'avais jamais entendu dire que l'agence ait été impliquée dans une telle affaire auparavant. La substance pour éliminer Lumumba était de la pâte dentifrice empoisonnée qui provoquerait une maladie, une sorte de polio ou quelque chose comme ça. On a démenti que le président Eisenhower ait donné de telles instructions. Je ne sais pas s'il les a données ou non. En tout état de cause, il a bien fallu que quelque chose soit dit. Soit le président l'a dit, soit il a été mal compris, mais sans aucun doute, j'ai pensé à l'époque que c'est le président qui avait donné l'ordre. Début septembre, Belges et Américains font pression sur le président Kasavubu pour qu'il démette son Premier ministre. Dans la résidence présidentielle sur la rive du fleuve Congo, on assiste à un va-et-vient continuel de visiteurs étrangers. Le 5 septembre, Kasavubu prend une décision. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Il y a des documents qui démontrent que chez le premier coup d'État par lequel le gouvernement Lumumba a été renversé, que les Nations Unies ont joué un rôle décisif. Les Nations Unies étaient au courant dès le début que ce coup d'État allait se produire. Les Nations Unies, ils ont fermé les stations de radio de sorte que Lumumba ne pouvait pas mobiliser ses supporters contre ce coup d'État, bien que à l'autre côté du fleuve, à Brazzaville, les adversaires de Lumumba avaient une station radio pour défendre leur position. Les Nations Unies ont aussi fermé l'aéroport, de sorte que Lumumba ne pouvait pas faire appel aux soldats congolais pour venir à la capitale, pour finir avec ce coup d'État. On voit clairement que les Nations Unies ont agi comme un instrument dans la main de la Belgique et surtout de son partenaire qui était en même temps l'acteur le plus dominant dans le camp occidental, c'était les États-Unis. Quelques jours après avoir été démis de ses fonctions par Kasavubu, Lumumba démet à son tour le président. Tout est bloqué à Léopoldville. Lumumba sent que le piège se referme. Les premières tentatives d'assassiner Lumumba sont venues après. Au moment où, une fois qu'on avait déposé Lumumba, donc il était éliminé politiquement, qu'il restait très populaire et qu'il risquait de revenir sur la scène politique et de reprendre le pouvoir. C'est sa popularité qui faisait peur? Je crois que ça c'est très important de pas isoler et de pas axer toutes les attentions sur Lumumba comme personne, comme individu. C'était un dirigeant charismatique qui dirigeait la foule, la masse. Et c'est ça qu'il représentait. Le 5 octobre 60, un téléx est envoyé de Bruxelles à Elisabethville. C'est un message codé. Bien des années plus tard, il retiendra l'attention des experts de la commission d'enquête Lumumba. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique est évidemment l'élimination définitive de Lumumba, signé Apremont Linden. En fait, il s'agit d'un message du ministre d'Aspremont à un diplomate à Elisabethville, Rothschild. Donc ce n'est pas un message à un officier ou à quelqu'un qui est, disons, prêt à tuer Lumumba, c'est un diplomate. Et qu'est-ce qu'il dit d'Aspremont? Il dit, voilà, il arrive des nouvelles de Léopoldville. On est en train d'y installer un nouveau gouvernement avec des éléments lumumbistes. Alors qu'est-ce que dit d'Aspremont? C'est invraisemblable, dit-il.
mais en tout cas dangereux, parce que ça serait la restauration de Lumumba par la bande, d'une façon indirecte. Il dit, c'est évident que l'élimination définitive de Lumumba est dans notre intérêt. On a éliminé Lumumba le 5 septembre, on ne va quand même pas accepter qu'on le restaure dans un nouveau gouvernement. Voilà, c'est mon interprétation, après avoir lu la totalité du Telex dans la version française. Donc vous ne croyez pas, vous, qu'il s'agit là de la preuve irréfutable de l'implication belge dans l'assassinat? Ce n'est pas un ordre d'assassiner Lumumba. Mais il y a un élément avec lequel on ne tient pas compte, c'est que les subordonnés du ministre ont à l'époque interprété ce Telex comme le vœu du ministre que Lumumba serait éliminé physiquement. Il y a le colonel Van de Walle qui était là, qui dit ça. Il y a un autre colonel, le colonel Marlière, qui a même déclaré dans une interview qu'au même moment que le ministre a envoyé son Telex, que la main droite du ministre est venue chez lui pour lui proposer un tueur de crocodile pour éliminer Lumumba, donc pour l'assassiner. Il faut rester sérieux. C'est vrai que le texte existe, c'est vrai que la phrase existe, mais dans un contexte qui est de dire il faut l'éliminer de manière, il ne faut pas qu'il revienne dans la vie politique au Congo. Et ça, c'était vraiment l'idée de Debreman. On utilise dans ces documents, qui sont une sorte de camouflage des vraies intentions, ce que les Américains appellent plausible deniability. Donc, ce sont des mots qui doivent être clairs pour les subordonnés, qui connaissent le contexte, mais ce sont des mots dans lesquels on demande une action qui est amorale. Lorsqu'il s'est enfui, il y avait on faisait rapport, il y avait des photos aériennes de la CIA qui communiquaient aux Belges et aux Congolais les endroits où son convoi s'est arrêté, parce qu'il fallait le rattraper, il fallait le remettre en prison. On peut dire qu'il y a eu un enchaînement fatal de circonstances, mais enfin, il n'y a pas de hasard. Quand on voit la manière dont il fallait que Lumumba soit arrêté, emprisonné, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Lumumba est arrêté par les soldats de Mobutu. Avec ses deux compagnons d'échappée, Okito et Mpolo, il est ramené par avion à Léopoldville. Nous sommes le 2 décembre 1960. Ces images, qui feront le tour du monde, sont les dernières connues de Lumumba vivant. Parmi les images, est-ce qu'il y en a une qui vous revient à l'esprit, qui vous marque en particulier? Oui, cette image comme tout le monde, cette image de Lumumba sur le camion quand il sort de l'avion où il a été battu, maltraité, il saigne, il est blessé et il a gardé ce regard, le regard d'un homme libre, le regard d'un homme fier qui regarde la foule et qui regarde le photographe dans les yeux. À l'époque, c'est une image qui avait vraiment frappé et qui, je pense, aujourd'hui a gardé toute sa force. Patrice Lumumba vient d'avoir 35 ans. Il aura été Premier ministre pendant 5 mois. Lâché par les puissances occidentales et trahi par les siens, il reste pourtant dangereux. Arrêté par Mobutu après une évasion manquée, Lumumba est incarcéré avec la bénédiction des ambassades belges et américaines. Quelques semaines plus tard, le colis, surnom de code donné aux prisonniers, sera envoyé dans la province du Katanga. Au cours de ce voyage, Lumumba et ses compagnons seront victimes de cruels sévices. Il fallait d'abord découper les corps à la scie. Nous n'étions pas chirurgiens, nous n'y connaissions rien.
Il a fallu d'abord les découper en morceaux maniables avant de les jeter dans une cuve de 200 litres d'acide. Et le reste, nous y avons mis le feu. La version officielle, la mort de Lumumba massacré par des villageois, cache une réalité plus perverse. Sauvagement assassiné par les autorités locales dès son arrivée, son corps disparaît, sans doute enterré quelque part en brousse. Lumumba deviendra rapidement un mythe. Pendant des années, on prétendra que les responsables de sa mort étaient exclusivement congolais, sans convaincre. Puis des livres, des films vont progressivement lever les mystères qui planaient sur cet assassinat politique. En 2000, 40 ans après les faits, la commission d'enquête parlementaire belge a revisité en profondeur pendant 18 mois toute cette affaire. Rappel de sa conclusion, la Belgique porte une responsabilité morale dans cet assassinat. Qui a tué Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo? Cette question hante la Belgique depuis janvier 1961. 40 ans après les faits en 2000, des parlementaires belges, tous partis confondus, ont planché pendant 18 mois sur cette question complexe, délicate. Les travaux de cette commission d'enquête ont été suivis de près par les Belges, mais aussi par les Congolais. Si on fait de la clarté là-dessus, on peut les affronter à visage ouvert et dire oui, nous avons le courage d'examiner ce que nous on a fait dans le temps et on vous demande avec encore plus d'insistance de rétablir un état de droit dans votre pays. La commission Lumumba avait les pouvoirs d'investigation d'un juge d'instruction. Elle a examiné quantité d'archives et de documents d'époque, entendu de nombreux témoignages, pour conclure dans un volumineux rapport que la Belgique a dans l'assassinat de Patrice Lumumba une responsabilité morale. Ce travail considérable de la commission n'avait jamais été entrepris auparavant par une ex-puissance coloniale. Il fut certes bien utile, mais ses conclusions ont laissé les spécialistes sur leur faim, à commencer par les experts de la commission eux-mêmes. À la lumière des critères appliqués aujourd'hui, certains membres du gouvernement d'alors et certains acteurs belges de l'époque portent une part irréfutable de responsabilité dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué et convenable de présenter à la famille de Patrice Lumumba et aux familles de M. Mpolo et Okito et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses. Le moment est historique et solennel. La Belgique reconnaît sa responsabilité dans l'assassinat du Premier ministre congolais. L'intervention de Louis Michel clôture le débat parlementaire sur le rapport de la commission Lumumba. Des débats marqués par un consensus général, même si certains intervenants ont souligné qu'il aurait fallu insister un peu plus sur les victimes belges des événements du Congo. Ce matin, la famille Lumumba a été reçue par le gouvernement. Le Premier ministre a présenté les regrets de la Belgique ainsi que la décision de créer un fonds Patrice Lumumba pour le développement de la démocratie au Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette fondation n'a pas vraiment fonctionné et on ne sait pas très bien à quoi elle servait. C'était un geste de bonne volonté. Il a été posé, mais il n'a pas été concrétisé. Mais ce qui est sûr, c'est que la Belgique a décapité cette jeune démocratie congolaise. Et là, je crois qu'il y a un crime qui a été commis à l'égard d'une personne, à l'égard d'une famille, la famille Lumumba, qu'on a privé du chef de famille. Mais il y a aussi un peuple dont on l'a privé de son leader représentatif élu. Et à travers lui, on a décapité cette jeune démocratie congolaise qui aurait pu prendre racine. Et on sait à quel point les Congolais l'ont payé. Et pour moi, ça, c'est le principal reproche que l'on peut adresser à ceux qui voulaient l'élimination de Lumumba. On peut tourner la page, mais vous n'allez pas nous demander qu'on oublie qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons aussi le droit de mémoire. Patrice Lumumba est considéré en République démocratique du Congo comme le premier héros national du pays et comme le père de l'indépendance congolaise.